Mesdames et messieurs, mes chers amis, cela fait 2 ans que je travaille à un projet puissant et précis avec l'appui d'au moins une centaine de femmes et d'hommes de tous les horizons. Ça fait plus de 2 ans que je suis chaque semaine sur le terrain pour débattre de ces propositions avec mes concitoyens. Eh bien, ce forum, ouvert et interactif, il est à l'image de ma volonté d'associer les Français à la rénovation de leur pays. Je me présente à l'élection présidentielle carte sur table, parce que je veux tout dire pour pouvoir tout faire. Et je joue collectif parce que je veux percuter les conservatismes, parce que je veux lutter contre le mythe infantilisant de l'homme providentiel, qui d'un coup de sifflet viendrait remettre le train en marche. Sur cette scène, dans quelques instants, vont venir nous rejoindre des gens qui n'ont pas l'habitude d'intervenir dans les réunions politiques. Des gens qui ont des responsabilités, qui réfléchissent, qui agissent chaque jour pour apporter leur pierre dans la construction d'une France efficace et productive. Leur présence ce soir n'est pas anecdotique. Ils sont là parce qu'ils ont participé depuis des mois à l'élaboration de mon projet. Grâce à leur expérience de terrain, ils apportent à ce projet une crédibilité cruciale. Ils savent, par la profession qui est la leur, par leur engagement, ce qu'est un contrat. Ils savent que quand on a signé un contrat, il faut le respecter. C'est capital dans un pays qui souffre aujourd'hui d'avoir cru à des promesses intenables. Alors je veux dire merci à mes amis parlementaires qui sont nombreux et qui sont venus ce soir, pour une fois, écouter ce que la société civile a à nous dire. Et bien entendu, je veux souhaiter à chacun d'entre vous et à tous ceux qui nous suivent à travers toute la France et à l'étranger la bienvenue dans cette campagne qui est ouverte à tous les Français qui croient en la France. Et je veux profiter de l'occasion qui m'est donnée pour lancer un appel. Je veux lancer un appel à tous les Français qui sont beaucoup moins conformistes que ceux qui les dirigent. J'ai besoin de leur énergie pour accompagner ma révolte contre le déclin de notre pays. J'ai besoin que les femmes et les hommes qui attendent un discours de vérité, qui veulent des vraies réformes, s'engagent à mes côtés. Je m'attaque à une citadelle et je ne pourrai la percer qu'avec l'appui de tous ceux qui veulent, avec moi, engager la révolution du bon sens. La révolution du bon sens, c'est faire ce qui marche plutôt que de répéter inlassablement ce qui ne marche pas. La révolution du bon sens, c'est créer des richesses pour les partager et pas le contraire. La révolution du bon sens, c'est dépenser mieux et moins comme le ferait n'importe quelle famille. La révolution du bon sens, c'est l'essor d'un capitalisme français, plutôt que la vente de tous nos actifs aux riches qatariens, chinois ou aux fonds de pension américains. La révolution du bon sens valorise les revenus du travail plutôt que ceux de l'assistance. La révolution du bon sens, préfère la liberté à l'uniformité. Tout ceci semble simple, mais la réalité, ça ne l'est pas. Dans un pays qui est l'un des plus réglementés au monde, l'un des plus imposés de l'OCDE, l'un des plus suspicieux vis-à-vis de ses talents et en même temps l'un des moins efficaces contre le chômage. Il faut vraiment que la France ait du génie pour qu'on soit encore là. Et imaginez sur quel sommet nous serions si nous parvenions à changer tout cela. Contre le chômage, on prétend que tout a été tenté. Et c'est vrai qu'on a essayé beaucoup de choses. On a essayé les subventions ciblées sur les petites entreprises. On a essayé les baisses de charges sur les bas salaires. On a essayé le partage du travail avec les départs en retraite anticipés, puis les 35 heures. On a essayé les emplois aidés. On a essayé les stages parking pour les chômeurs. En réalité, depuis des décennies, on gère les conséquences du chômage sans jamais s'attaquer vraiment à ses racines.
Résultat, les chômeurs sont les victimes d'un consensus coupable, noué autour d'un prétendu modèle, en réalité anti-économique, élitiste et antisocial. Anti-économique parce qu'il ne fait pas confiance aux entrepreneurs pour aller au bout de leur métier. Et leur métier, c'est de gagner des marchés et c'est de dégager des bénéfices pour investir. Élitiste parce qu'il surprotège et ceinture tous ceux qui ont la chance d'avoir des diplômes, une formation, un emploi stable. Enfin, antisocial parce qu'il repousse celles et ceux qui partent de loin, les sans formation, les sans carnet d'adresse, les perdus du code du travail. Notre marché du travail, il est à deux vitesses. D'un côté, il est bétonné pour ceux qui sont entrés dans le blocos, et de l'autre côté, c'est la jungle. Mais à vrai dire, au final, tout le monde est perdant dans ce système. La précarisation ronge des pans entiers de notre société, classe moyenne en tête, qui ne sont ni assez riches pour prospérer, ni assez pauvres pour être aidés. Alors certains me reprochent de cibler mon projet sur l'économie, sur l'emploi, sur la productivité, sur la lutte contre les déficits. Mais c'est le cœur du mal français, c'est le cœur du malheur français. On ne restaurera pas la fierté nationale et on ne remettra pas la République debout avec un marché de l'emploi et une croissance à genoux. Il ne suffit pas de demander aux Français de mettre des drapeaux tricolores à leurs fenêtres pour qu'ils oublient les fins de mois difficiles et pour qu'ils oublient que leurs enfants n'arrivent toujours pas à décrocher un job après des années de galère. La vérité, c'est que le chômage désagrège le lien social, exacerbe les frustrations et les violences. Le chômage met en péril le contrat qui fonde notre nation. Aujourd'hui, 25% des jeunes qui cherchent un emploi sont exclus du marché du travail. Et lorsqu'il y a des offres, les candidats ne les saisissent pas toujours parce qu'on ne leur a pas suffisamment appris que la réussite est un effort et pas un dû. En France, 6 millions de personnes pointent à Pôle emploi. On pourrait dire bien sûr que c'est la faute à Bruxelles, c'est la faute aux Chinois, c'est la faute à je ne sais qui. Mais vous le savez bien, depuis 2 ans, le chômage baisse partout dans l'OCDE, sauf chez nous, où il continue d'augmenter. L'Allemagne et le Royaume-Uni connaissent le plein emploi. Ici, après plus de 600 000 chômeurs supplémentaires depuis 2012, la baisse du mois de mars est heureuse. Mais ces 2 dernières années, les Italiens ont créé 5 fois plus d'emplois dans le secteur privé que nous, les Allemands 8 fois plus et les Espagnols 11 fois plus. En France, on patauge dans le pathos et dans l'impuissance. Nous n'avons jamais vraiment recherché le plein emploi. Nous n'avons jamais vraiment cherché à étendre l'activité à tout prix. Les acquis d'abord, les chômeurs après. Voilà implicitement la logique cynique qui inspire notre prétendu modèle social. Nous avons rendu les vraies créations d'emplois toujours plus coûteuses et toujours plus risquées pour l'entreprise. Nous nous sommes indignés des emplois précaires dans les autres pays. Mais regardons les choses en face. Nous avons la précarité et pas les emplois. Alors je laisse l'indignation aux battleurs d'estrade. Nous avons besoin d'action, pas de tirades contre la finance, contre les patrons, contre la mondialisation et toutes ces balivernes qui nous détournent de nos propres responsabilités. Que fait le gouvernement? La loi Macron a favorisé le transport en autocar, parfait. Mais elle a encadré si rigoureusement le travail du dimanche qu'on en reste au lundi. Le projet de loi de Mme El Khomri est un naufrage. La pyramide des normes restera inchangée tant que les obligations restent nombreuses. Les contraintes sur les entreprises seront alourdies. L'augmentation envisagée de la taxation sur les CDD, c'est un crime contre la jeunesse qui fait ses premières armes sur le marché du travail grâce à ce type de contrat. Jugez de l'absurdité de ce pouvoir. D'un côté, il veut surtaxer les CDD
qui sont une première opportunité professionnelle pour les jeunes, et de l'autre, il leur fait miroiter la possibilité d'obtenir le revenu social d'activité. Si j'ai bien compris, mieux vaut un RSA qu'un CDD. On marche sur la tête. Oui, mes amis, la révolution du bon sens est nécessaire. Le gouvernement poursuit ses incantations en faveur du retour de la croissance. C'est la ritournelle du « ça va mieux ». Et d'ailleurs, j'entends que le président de la République promet de baisser les impôts dans les mois qui viennent. Mais attention, il ajoute une condition. Les impôts baisseront si les marges de manœuvre de l'État le permettent. Et là, tout est dit. Et la manip crève les yeux. Des marges de manœuvre, il n'y en aura pas. Avec 2200 milliards de dettes. François Hollande, champion de la méthode Coué, répète tous les jours que ça va mieux, et il a sans doute fini par se persuader lui-même que ça va mieux, à tel point qu'il a déjà dépensé en cadeaux divers et variés l'argent que la croissance ne lui a pas encore donné. 6 milliards de dépenses supplémentaires en 4 mois pour calmer sa majorité. En pure perte, si j'en juge par leur réaction. Donc des marges de manœuvre, il n'y en a plus, sauf à creuser encore la dette du pays et à laisser une note encore plus salée à nos enfants. Mais qui croit encore M. Hollande? En 2015, la croissance de la France a été médiocre. Et 2016 s'annonce pareil, malgré une situation historiquement favorable. Une énergie bon marché, des taux d'intérêt au plancher et un taux de change favorable à l'euro. Lorsque la Banque centrale européenne décidera d'arrêter de faire tourner la planche à billets, et ce jour viendra, la réalité alors nous rattrapera à la gorge. François Hollande peut toujours voir les feux au vert. La réalité, c'est qu'ils sont au rouge et que l'environnement européen est vacillant avec la menace du Brexit en point d'orgue. Devant ce tableau sombre, suffit-il à la droite de gagner les élections et de faire un peu mieux que la gauche pour faire refluer le chômage et impulser la croissance? Non, il ne servira à rien de changer le locataire de l'Élysée si on ne rompt pas avec un système usé jusqu'à la corde. Il faut faire notre autocritique. Il faut un projet précis et puissant. Et il faut nous fixer pour but de devenir la première puissance européenne d'ici 10 ans. C'est cela que je veux construire avec vous. L'emploi est ma priorité absolue. Et pour cela, je prendrai tous les risques, avec la conviction que nous pouvons ramener notre taux de chômage en 5 ans à 7%, c'est-à-dire un taux comparable à ceux de nos voisins qui réussissent. On me dit que notre différence par rapport à eux, parce qu'il y en a toujours une, pour expliquer qu'on ne fait pas les réformes, c'est notre forte démographie. Il faudrait savoir, un jour on prétend que c'est un atout et le lendemain que c'est un handicap. Qu'importe, dans les deux cas de figure, notre démographie impose des réformes radicales sous peine d'explosion sociale. Vous connaissez mon programme et je vous invite à discuter de ses principales mesures et à réagir librement. Mais maintenant, vous allez entendre les témoignages de celles et de ceux qui sont dans la bataille pour l'emploi qui est la mienne. Alors je vous propose d'écouter leurs espoirs, d'entendre leurs propositions et leurs appels, parce que ce sont ceux d'une France qui se bat pour sa réussite.